Une entreprise, entrepreneur, c'est pas une seule personne en fait. À chaque fois on dit ah t'as vu un tel, il est trop fort, il a fait ça. Mais non, c'est pas il, c'est l'entreprise qui a fait et tous les gens qui la composent. Je pense qu'il faut casser un peu cette image de mettre sur un piédestal des gens qui font des choses parce que tout le monde peut le faire et tout le monde peut se lancer à petite ou moyenne échelle ou grande échelle. C'est des gens qui appellent ça de l'entrepreneuriat peut-être, mais toi c'est juste faire de ta passion, tu vois, et c'est tout. Je faisais 3 000 € de chiffre d'affaires et je vendais 700 produits par mois, donc j'étais trop content. Sans m'en rendre compte, il y avait environ 20% du chiffre d'affaires qui en réalité fuitait. Je pensais que c'est bon, genre j'avais gagné, ça marchait. Pour moi, un frigo qui tournait à 3 000 € de chiffre d'affaires, j'allais pouvoir en mettre 50 sur 2 ans parce que ça marche. J'étais hyper rentable, mais en fait pas du tout. À cause de ces problèmes technologiques, donc grosse désillusion. Je savais plus du tout quoi faire, je savais plus du tout où aller et comment rebondir en fait parce que j'avais plus de sous. Plus du tout savoir où aller, quoi faire sans argent et comment rebondir. Moi, ça m'a mis dans un gros stress. Début janvier, je suis revenu vraiment avec des bonnes idées et du coup, je me suis associé et on a créé Gusto, qui est plus du tout la même chose que le frigo avant. Mais c'était pas un burn-out, c'était une dépression qui était pas drôle du tout, mais c'était pas un burn-out. Parce qu'un burn-out, je pense là vraiment, c'est... Tu tombes quoi. Je sais pas, demande un psychanalyste. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti voir un psychanalyste. Psychologue ou psychanalyste, je sais pas trop. J'hésite encore. Ah, Joachim, j'ai oublié. C'est bon, on a l'information qualitative. C'est un psychiatre / entrepreneur. Demande un psychanalyste. Parce qu'il dit psychanalyste. Parce que dans l'interview, Gus, il dit psychanalyste. Donc du coup, je me suis dit... ok, c'est un psychanalyste. Alors que c'est pas un psychanalyste, c'est un psychiatre. Alors je m'y connais pas trop en détail, etc. Me demandez pas ce genre d'informations parce que je ne suis pas dans le domaine de la psychologie. Mais c'est pas la même chose. Voilà. Bref, go pour l'interview. C'est un concept très flou. J'étais co-auteur du rapport de l'Académie nationale de médecine sur le burn-out et la conclusion de l'Académie de médecine, c'est que on a mal cerné ce qu'était un burn-out. Il y a encore beaucoup de débats scientifiques. On sait que le burn-out a des manifestations qui ressemblent beaucoup à celles de la dépression, mais il y a peut-être des caractéristiques plus particulières de deux types. D'abord, c'est que le burn-out serait lié à des environnements particuliers. Vous êtes dans une situation particulière, en particulier le travail par exemple, alors que beaucoup de dépressions peuvent survenir sans aucune raison. C'est arrivé, je m'en rendais même pas compte en fait. Je me sentais juste pas bien. J'étais au bout du rouleau, mais je pensais pas que c'était ça. Tu tombes et tu mets plusieurs années, je pense, parfois pour te relever. Et il y a plein d'entrepreneurs, c'est d'ailleurs un sujet dont on parle beaucoup à l'incubateur. Les gens qui sont en burn-out souvent, ils ont une image très négative d'eux-mêmes, de je vaux rien, je ne suis plus rien. Mais dans le milieu du travail, alors que par exemple dans la vie de tous les jours, en tant que père de famille ou en tant que ça, c'est protégé. Alors qu'une dépression, vous avez ce sentiment négatif pour tout de votre vie. Donc il y a des petites différences. Je connaissais pas trop l'entrepreneuriat, je connaissais pas trop tous ces codes, tous ces trucs-là. Comme je t'ai dit, moi, les études, j'ai pas trop accroché et du coup, je me lançais un peu dans un truc que je connaissais pas du tout. Et moi, j'aime bien parler de ce sujet parce que c'est un sujet où il y a énormément d'entrepreneurs qui se tuent à la tâche pour leur boîte, qui s'en rendent pas compte. Et c'est un gros problème, en tout cas dans l'entrepreneuriat, par rapport à ça, quoi. Et du coup, quand tu lances ton truc, t'es vraiment beaucoup dans l'opérationnel. Et je me suis beaucoup usé avec le premier confinement l'année dernière, où je faisais préparation de commandes, livraison, où je faisais tout moi-même avec le site web, les réseaux, etc. Et ça m'a pas mal usé. À la fin du confinement, j'étais en mode, j'ai envie d'arrêter, quoi. Même si ça marchait, ça m'avait trop pompé d'énergie et je savais même plus trop pourquoi je le faisais.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 2 premières expériences dans une entreprise française qui proposait des accessoires pour les chiens. J'ai pu accompagner du coup un de mes boss dans une négociation et l'environnement m'a pas du tout plu parce qu'on parlait prix et puis on parlait pas chien. Je me suis dit tant qu'à parler prix, tant qu'à parler argent, autant parler argent pour de vrai quoi. Donc du coup c'est pour ça que j'ai commencé et que j'ai eu cette expérience en banque. Je pense pas que j'ai fait un burn-out, mais on n'en était pas très loin parce que c'est un environnement extrêmement hiérarchisé. C'est un environnement où la liberté d'expression n'est pas permise. C'est un environnement qui est très encadré du fait de la loi. Donc tu peux pas dire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Tu fais partie d'une grande entreprise, donc la moindre parole que tu as dit, t'as été imprimé dans le crâne par des scénarios que tu es obligé d'apprendre par cœur. Après la banque, j'étais vide, en fait. J'étais vide, ma vie était vide de sens. C'est-à-dire que j'avais mis tellement d'espoir dans le fait de trouver un travail dans lequel j'allais pouvoir avoir ce sens. Parce que la banque, on me l'a vendu un peu en mode on aide des gens dans leur projet de vie, on les accompagne, je me suis vite rendu compte qu'en fait, on est des commerciaux, sauf qu'on commercialise de l'argent. Enfin, voilà, tu rentres chez toi, t'es vidé. En fait, vidé. T'as passé ta journée à t'en prendre plein la tronche, t'as pas envie d'y aller. T'as même plus envie de te lever, en fait. T'as plus envie de te lever, t'as plus envie de manger, t'as plus envie. En fait, je sais pas comment exprimer ça, mais. C'est un gros vide. Ouais, en fait, c'est le vide total. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te sourient, mais tu les vois même pas. C'est-à-dire tu ne vois même plus les choses basiques de la vie, quoi. J'avais plus envie de rien. Mais vraiment, le vide total. Il pouvait m'arriver ce que tu voulais. Il y avait rien qui me faisait plaisir, mais il y avait rien qui me rendait triste non plus. C'était une espèce de neutralité vraiment perturbante. Et en plus, ce qui était vraiment perturbant aussi, c'est que je suis pas comme ça. C'est pas ma nature de pas me lever le matin, de pas aller me coucher, de pas en fait. Comment tu fais ça, de te dédier à un projet et en fait en même temps genre de dire que tu passes pas un chapitre mais tu t'éloignes un peu des gens que tu aimes, tu vois? C'est un sacrifice qui est pas sympa à faire. Je préférais largement continuer à pouvoir aller à Lille, voir tous les copains, mais j'ai d'autres responsabilités, je fais ce que j'aime. J'ai déjà du mal à manager ma vie professionnelle, alors manager ma vie personnelle à côté, c'est pas simple, c'est clair. L'accroissement de toute la digitalisation du travail, c'est-à-dire de tous ces instruments que nous connaissons tous, qui font partie de notre vie, les ordinateurs, les smartphones, etc., ont fait que la frontière entre vie personnelle et professionnelle s'est de plus en plus amenuisée. C'est un peu compliqué pour moi, dans le sens où, de base, j'étais pas une personne qui savait très bien gérer sa vie perso et sa vie pro. Genre dès la prépa, tu vois. C'est difficile, en fait, quand t'es à la tête d'une entreprise, aussi petite soit-elle, de faire la différence entre les heures de travail effectif, de telle heure à telle heure je fais ça, et de telle heure à telle heure je réfléchis à ça. Parce qu'en fait, ça a été aussi un peu compliqué côté couple à un moment donné, parce que tu ne peux pas faire autrement que penser à ton projet H24. Vous savez, il y avait un cadre qui me disait l'autre jour, il me disait il y a 30 ans, si je voulais travailler chez moi, il fallait que je prenne une brouette pour amener mes dossiers. Donc aujourd'hui, cette image est intéressante. Il y avait une séparation très nette. T'es en alternance. Carrément. Tu fais des études. Ouais. Et en même temps, t'as une boîte. Ouais. Tu dors, ça se passe comment Je dors beaucoup, mais du coup, à part le taf et le dodo, il n'y a plus grand-chose. J'ai un rythme très bizarre. Il y a des jours où, tu vois, j'arrive pas à dormir. Je sais pas, je me réveille à 6h du mat. Je suis là en mode, ok. Je vais bosser de 7h à 15h. Et puis à 15h, je vais en avoir marre et je vais arrêter ma journée à 15h. Et donc, ce déséquilibre est très fort. Et il est encore plus fort chez les dirigeants parce que leur investissement au travail est considérable et le risque de ces gens, c'est finalement d'accorder de moins en moins d'importance à leur vie personnelle parce que ils ont
un tel attachement à leur projet, un tel attachement à leur entreprise, qu'ils pensent que c'est évidemment leur vie et c'est un surinvestissement massif. Là, c'est extrêmement dangereux. On fait du commerce, donc on expédie des colis, donc tu as tout le temps un peu des colis perdus, des machins, donc tu n'arrives jamais à être vraiment coupé, à vraiment décrocher. C'est juste que tout s'entremêle un peu et que j'ai plus une vision de week-end de 2 jours et semaine de 5 jours. Comme un financier vous dirait, ne mettez pas tout votre argent sur la même valeur. Il vous dirait, diversifiez vos placements. J'ai pas envie qu'il y ait certains éléments de ma vie qui aient trop d'impact sur un autre. Et typiquement, la vie perso, tu vois, en tout cas, si je pense à mes proches, j'ai pas envie de leur mettre ma pression ou de leur imposer des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Pour l'investissement, j'allais dire, émotionnel, affectif de sa vie, il faut peut-être mettre beaucoup sur son travail, ce qui est normal. Ça peut être un fort investissement, mais il faut diversifier. Et donc, il faut se garder la possibilité d'avoir un investissement familial, un investissement amical, social, etc. Et les gens qui résistent le mieux au stress au travail sont les gens qui ont tous ces investissements variés. Quand on est à 100% dans son boulot, je ne suis pas sûr qu'on soit à 100% efficace à travailler. Et les études montrent que ces gens qui n'ont pas que ça comme investissement, qui privilégient aussi leur vie personnelle et pas simplement uniquement leur vie professionnelle, eh bien sont des gens non seulement plus résistants au travail, mais plus motivés. Il est 22h et je viens de recevoir un message de Madame Capucine qui me dit attendez, je vais vous le lire. Hugo, tu peux vraiment pas venir, tu nous manques. Et waouh, putain. Ça fait 2 semaines, je me suis enfermé dans ma chambre, frère. Enfin, enfermé dans mon appart. Je fais que du montage, je travaille, je fais des réunions Zoom, mais j'enchaîne, mais genre vraiment, je suis à donf. J'adore mon délire, je suis à fond, tu vois. Par contre, il y a un moment où je vais saturer et je vais faire bon, vas-y, je vais voir mes potes, tu vois. Là, je me rends compte que je prends pas soin d'eux, tu vois. Ils m'ont beaucoup aidé, tu vois. La plupart d'entre eux m'ont beaucoup soutenu, tu vois. Et c'est important de leur rendre l'appareil, tu vois. Alors même si tu entreprends un projet, etc., à la fin de la journée, ton entourage proche, fais-y gaffe, tu vois. Ça fait 3 mois que j'ai pas vu ma mère, tu vois. Ma mère, elle m'appelle tous les jours, frère. Elle fait oui, tu rentres quand? Et là, on va se taper un confinement et je me rends compte que je vais pas voir ma mère, tu vois. Ça fait 3 mois que je l'ai pas vue, là. Et ouais, je me rends compte que c'est pas parce que t'as des projets que t'es obligé d'être un connard avec tes potes, avec ton entourage, tu vois. Et là, je me rends compte que je suis un connard. La problématique des dirigeants, c'est que leur soutien social au niveau de l'entreprise est des fois très faible. Ce sont des gens qui sont seuls. Le dirigeant est seul. Alors que les salariés, ils peuvent entre eux se soutenir, etc. Mais il est seul, il est en haut de l'échelle. Ils peuvent avoir ce soutien social, évidemment, dans leur famille, mais il faut le construire. Officiellement, t'es tout seul, mais j'ai eu la chance de pouvoir compter beaucoup sur ma famille. Ma maman et mon papa qui ont toujours été là pour me soutenir, mes amis qui sont venus à tour de rôle prêter main forte. Ah ouais, mec, il y en a plein. Tous mes potes m'ont soit aidé pour faire de la com, soit pour faire des livraisons. Il n'y a pas une personne plus que les autres qui n'a pas permis à ce projet de voir le jour. Je pense que sans cette belle équipe, ça n'aurait pas été forcément possible. Tu as toujours tendance à avoir vachement la tête dans le guidon, mais ça permet aussi, quand tu te fais accompagner, de prendre du recul, de te poser les bonnes questions, de challenger aussi tes idées, tes projets. Combien de dirigeants ne veulent pas embêter leur famille avec leurs soucis en disant bon, je vais pas embêter ma femme ou mon mari avec mes soucis que j'ai au boulot. Et puis cette espèce de pudeur, cette espèce de mythe de Superman leur fait qu'ils ont du mal à exprimer leurs difficultés à des amis, etc. Du coup, ça t'éloigne de tes potes, mais dans un sens, tu recrées une relation encore plus forte où vraiment ils sont là pour toi, du coup tu t'en rends compte qu'ils sont là pour toi, et donc du coup ça veut dire que c'est des vrais potes. Et c'est un des conseils que je donne
beaucoup aux dirigeants de pas croire cette attitude trop narcissique, excusez-moi de parler comme un psy, c'est-à-dire de croire qu'on peut se débrouiller tout seul. C'est-à-dire, je suis un dirigeant, j'ai un projet, j'ai besoin de personne. Et du coup, ça crée vraiment un lien en mode, ouais, putain, quand même, l'année dernière, on était tous les deux dans 20 mètres carrés. On recevait des livraisons à 7h du mat en plus de nos cours et après fallait alimenter le frigo régulièrement parce que souvent ça partait vite. Et ce soutien, c'est pas simplement un soutien matériel, vous apportez de l'aide, mais c'est un soutien émotionnel. On a toujours besoin, ne serait-ce qu'affectivement, émotionnellement, des autres. Mais l'attitude souvent narcissique fait que les autres sont souvent vécus comme des gens au mieux inutiles, ils vont rien vous apporter, ou au pire, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont pas vous permettre d'aller jusqu'où vous voulez. Est-ce que pour toi déjà c'était important d'avoir des associés? Ouais, putain, c'était super important. C'était super important dans le sens où tous les trucs que j'avais entrepris avant, j'avais pas d'associés, tu vois. Quand je t'ai parlé d'e-commerce, freelance, affiliation, c'était des trucs que j'ai lancés moi-même et je me lasse. Il y a des choses que j'aime pas faire. Et même en termes de vision pour ton truc, rapidement tu peux dire ouais mais en fait ce que je fais ça a pas de sens. En fait je vais pas réussir à signer plus de clients, machin. Mais en tout cas, si tu décides d'avoir un associé, c'est important que ton association elle soit inébranlable, quoi. Ça te rassure beaucoup d'être avec quelqu'un, tu vois. Parce qu'au final, chacun se fait un sang d'encre tout seul dans son coin. Au final, t'en parles, tu dis ah bah ouais, mais on s'en fout, tu vois. Il faut que ce soit un soutien au quotidien et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que si demain je remonte une entreprise, je le ferai certainement dès le début avec quelqu'un. Et quand t'es tout seul, en fait, tu peux pas te rassurer comme ça. C'est toujours toi qui es en bad ou qui est super bien, mais du coup, c'est plus difficile. On s'apporte énormément et ça, c'est dingue. Et je vois même en termes d'énergie, il y a beaucoup plus d'énergie et d'enthousiasme dans la boîte. Donc c'est un bel avantage qui a aussi en effet ses inconvénients. T'es pas le seul maître à bord, t'as tes associés et il faut prendre en compte leurs objections si t'as envie de faire des choses et aussi leur vision pour le projet. Alors il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'un bon associé c'est quelqu'un avec qui on est complémentaire, il faut qu'il y en ait un qui soit bon en marketing, qui soit bon en finance. Nous c'était pas vraiment le cas, en fait on s'est plutôt basé sur des valeurs communes. Parce qu'on part du principe que en fait tout s'apprend mais on peut pas changer les gens. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui soit obligé d'apprendre le marketing, la finance, etc. pour que ça puisse matcher ensemble. C'est comme un couple, quoi. Ça fait une entreprise solide, quoi, avec 3 associés qui se connaissent bien, qui se comprennent bien, qui vivent bien ensemble et qui travaillent bien ensemble. J'ai échoué en fait. J'ai été recruté pour créer un projet de base et j'ai échoué à ma tâche. Ça va être difficile de se payer avant la fin de l'année. En tout cas, sur le moment, en ce moment, ça me fait faire des choses qui sont pas forcément